Il y a certaines choses qui se doivent d'exister et d'autres qui devraient ne pas être. Je m'appelle Alex et je viens d'effectuer un périple d'une portée, d'une immensité incommensurable. Personne ne pourra jamais voir tout ce que j'ai vu. Et pourtant, je n'ai vu qu'une infime partie de tout ce que j'avais exploré. En y repensant, tout ceci semble si surnaturel, si surréel. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon voyage. La fois où tout avait basculé. La première fois où j'avais franchi l'Event Horizon.
Je ne sais par où commencer. Il y a tant de choses à dire, tant de choses à faire comprendre. Je suis né, je suis venu au monde, mon existence a commencé. Il y a, ma foi, fort longtemps, je pense. En effet, j'ai perdu presque toute notion du temps durant mon périple. Quoi qu'il en soit, j'ai été créé tel un humain. Je ne sais si vous qui m'écoutez savez ce qu'est l'espèce humaine, mais elle est semblable à ce que je suis. Physiquement et moralement, elle est, ma foi, très diverse. La planète sur laquelle j'étais venu au monde, quant à elle, était pas vraiment une planète. C'était un monde qui s'était écroulé. Mais grâce à un miracle, je ne saurais l'expliquer autrement, une partie de nos semblables ont survécu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de notre monde. Notre planète était à l'origine qu'un simple amoncellement de roches, rassemblées et compressées en un point précis. Puis l'univers, les aléas des planètes, de l'énergie qui l'entourait, l'a transformé peu à peu et l'a forgé. Et ainsi, la vie eut l'occasion de se créer sur cette planète. Puis, nous, les humains, nous étions apparus. Ou plutôt, nous étions le résultat d'une évolution, je ne sais. Beaucoup de gens sont en désaccord sur la véracité des faits énoncés. Quoi qu'il en soit, nous avions évolué. Et, ma foi, notre évolution s'est faite de manière exponentielle. Nous étions en train de découvrir de nouvelles technologies, nous étions en train d'innover peu à peu. Et au fur et à mesure, notre qualité de vie, accompagnée de notre technologie, se sont améliorées à vitesse grand V. Peu à peu, nos efforts étaient réduits. Peu à peu, nous n'avions même plus besoin de penser par nous-mêmes. Le véritable secret dans notre race humaine, en tout cas ce qu'en présentaient les historiens de notre monde, c'est qu'elle était autodestructrice. Il y avait beaucoup d'éléments en elle qui poussaient des peuples à s'entretuer, des individus à se faire la guerre, et des individus à pousser les limites de la science, ce qui est probablement d'autant plus dangereux souvent. Ainsi, notre monde courait inexorablement à sa perte. Nous qui étions pourtant si fragiles, dépendions d'une étoile qui environnait notre planète. Cette étoile nous réchauffait, nous apportait de l'énergie et permettait aux individus de vivre. Non pas seulement la race humaine, mais aussi les autres espèces et les autres êtres vivants qui y vivaient, de qui nous dépendions également. Mais notre soleil se faisait de plus en plus gros, les tensions entre les différentes nations de plus en plus grandes. Notre monde approchait sa fin dangereusement. Pourtant, miraculeusement, à un moment où tout semblait perdu, à un moment où la vie commençait à s'éteindre peu à peu, à petit feu, sur Terre, des entités, des objets étaient apparus, et de ce que l'on raconte, étaient descendus du ciel et étaient venus se poser au plus haut sommet de certains environnements. Certaines villes, certains villages
sans lien apparent, bénéficiaient maintenant de la protection de ce qu'on appelle aujourd'hui les Tesseracts. Et ces objets ont permis, ou plutôt ont engendré, l'effondrement de notre Terre. Personne ne vit dans toute l'histoire de l'humanité un aussi gros effondrement et un événement aussi brutal que celui qui a suivi l'arrivée des Tesseracts. Nous l'appelons aujourd'hui le grand effondrement. Les plaques tectoniques ou les morceaux de terre s'étaient affaissés et seuls ceux qui étaient réellement préservés par le Tesseract survécurent. Ainsi, la population de l'humanité fut à peu près divisée par 10 000, 100 000. Beaucoup moururent et peu survécurent. C'était un événement tragique et suite à cela, nous ne savions que faire. Les gens se réunissaient avec leurs familles, profitaient des derniers instants qui leur étaient accordés. Au final, des phénomènes très étranges se produisirent. Le soleil semblait disparaître aux yeux des gens de l'époque, comme si son énergie entière était absorbée par les Tesseracts, et tout l'espace autour d'eux semblait se déplacer à une vitesse monstrueuse. Enfin, ce ne sont que des témoignages et des spéculations. Certains racontent que ce que les Tesseracts ont fait était de déplacer notre planète, ou en tout cas les fragments regroupés de notre planète, vers un système plus viable. Ainsi, nous nous sommes retrouvés au cœur d'une sorte de petit cluster d'étoiles, un petit rassemblement d'étoiles, qui nous maintenait, ma foi, assez d'énergie, assez de chaleur pour que la vie puisse refleurir de nouveau, aidée notamment par ces Tesseracts. Ces entités étaient pleines de ressources. Elles étaient subjugantes. Et ainsi, le monde sur lequel nous vivons maintenant s'est formé. Les fragments de la Terre étaient rassemblés dans une forme plus ou moins sphérique. La gravité a été, à certains endroits, fortement altérée. Et l'environnement n'est plus du tout le même. Même si nous avons toujours le ciel bleu apparemment de l'époque, selon les témoignages, et les arbres, les formes de vie sont quasi identiques, bien qu'elles aient quelque peu évolué, plus rien n'était pareil. Plus rien. Quelques siècles après le grand effondrement, je suis né. Sur une des villes qui a eu la chance de recevoir une de ces entités pour survivre. Cette ville, ma foi, était fort ancienne. Et nous l'avons appelée la ville du pont. Car effectivement, une très vieille architecture a survécu et flotte maintenant. Car oui, la ville du pont flotte en réalité, plus qu'autre chose. Ce qui parfois peut sembler atypique, même irréaliste, mais elle flottait. Le Tesseract était placé à son plus haut sommet, au-dessus d'une statue représentant, ma foi, de vieux vestiges. Une statue représentant une femme se tenant debout et piétinant des serpents. Beaucoup de scientifiques et d'historiens surtout s'intéressaient à ces vestiges dans le but de recréer une histoire passée de l'humanité. Mais souvent ce ne sont que des spéculations. Même si nos informations sont complètes, les gens n'étaient
pas si préoccupés à l'époque de conserver leur histoire ou de perdurer l'héritage qu'ils avaient reçu des ancêtres. Car en effet, après le grand effondrement, les seules choses que les gens essayaient de faire, c'est sortir de ces villes, explorer, et puis aussi essayer de rentrer en contact avec d'autres villes, ce qu'ils ont fait. Et ainsi, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, tel que je le connaissais, était né. Je me rappelle que mon premier souvenir, mon tout premier souvenir, était apparu à un temps où je ne parlais pas encore et je marchais à peine. Je tenais les mains de mes parents et nous étions en train de déambuler, de nous promener dans les rues de la ville du Pont. Et une fois arrivé sur la place principale, et c'est là que mon souvenir commence réellement, je vis le Tesseract de la ville du Pont. Il était majestueux, splendide, et c'était une chose qui m'avait donné une intelligence, avais-je cru sur le moment. La capacité de me souvenir des choses, c'était un déclic. Et je n'aurais jamais imaginé à quel point cette chose, cette entité, aurait changé non pas seulement le cours de ma vie, mais le cours d'univers entier. Je perdis malheureusement mes parents à un âge relativement jeune. Un accident. Cela arrive de temps à l'autre. Les accidents sont vraiment particuliers dans notre monde. Bien entendu, j'étais désespéré, attristé. Je ne savais comment continuer, j'étais perdu, j'étais un enfant. Mais j'avais déjà fait la rencontre de ma meilleure amie, ma seule amie d'ailleurs. Elle s'appelait Maeva. Et c'était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Elle et moi, nous avions vite formé un duo inséparable. Et je passais chaque jour avec elle, probablement pour inhiber ma douleur. D'autres personnes m'avaient aidé aussi. Des gens fort sympathiques et qui avaient dédié leur vie au bien. Au fur et à mesure que je grandissais, je m'intéressais de plus en plus au monde, à l'univers, à l'existence, à la réalité. Pour comprendre, peut-être au fond de moi, pourquoi ma famille est morte, pourquoi j'ai perdu mes proches dans de telles circonstances. J'étudiais assez vite les maths, la physique, la chimie un peu aussi, mais je trouvais que la physique, les modèles qui tentaient d'expliquer notre monde et qui réussissaient souvent, étaient juste merveilleux. Je me suis mis aussi à dessiner beaucoup, de plus en plus. J'ai pris goût au dessin, car il permet de m'exprimer d'une manière assez ouverte et je ne sais pas comment le dire, mais le dessin permet de montrer concrètement ce que l'on ressent, ce que l'on a dans notre esprit, ce que l'on visualise, ce que l'on arrive à concevoir. Le dessin est mon royaume, mon monde. Et voilà comment j'évoluais. J'adorais les marches sur les nuages, le windwalk,
comme on avait l'habitude de faire avec Maeva, et comme les habitants de la ville du pont et du monde de maintenant faisaient pour se déplacer dans les endroits à gravité faible. J'étais et je suis un rêveur. Dès mon plus jeune âge, je voulais déjà partir dans l'univers, aller voir les trous noirs, entrer dans de nouveaux univers, dans de nouvelles dimensions, et puis surtout découvrir réellement ce qu'est le Tesseract. J'avais toujours une envie folle de l'approcher, de m'engouffrer dedans, voir qui y avait-il derrière cette immense entité. Comment tout ceci pouvait exister, tout ce qui m'entourait. Tout semblait si parfait dans un sens, tout en un temps imparfait. Ça n'avait pas de sens, c'était surréaliste. Toutes les questions qui couraient dans mon esprit, les réponses que je cherchais, comme par exemple, est-ce que tout ceci est réel? Comment tout ceci a-t-il pu être créé? Quel est le sens de y a-t-il des réalités? J'ouvre lentement les yeux, alors que je sens les rayons de lumière se réfléchir sur mon visage. J'analyse les images troubles que me fournit ma vue, encore brouillée par de longs et complexes rêves. Je reconnais la pièce où j'ai tant vécu, ma chambre. Je vois ensuite mon bureau, mes livres, la fenêtre, l'horizon. Je me lève alors pour admirer la source lumineuse à l'origine de mon réveil. Je vois alors qu'il est toujours là, le Tesseract. La position de ma maison ne me permet pas directement de le voir, mais celui-ci émet un faisceau lumineux constant en direction du ciel. Le flux d'énergie, c'est son nom scientifique pour le moment. Il envoie les particules nécessaires au maintien de notre atmosphère et régule quelques autres phénomènes physiques également, tels que la gravité, la pression atmosphérique. Je rêvasse tout en admirant la splendide vue que m'offre la ville du pont flottant dans le ciel. Car oui, en effet, après le grand effondrement, la gravité fut gravement altérée. À vrai dire, notre Terre n'était plus la Terre, mais un amas de fragments de roches, de fragments de notre planète, rassemblés et tenus ensemble par la simple force des Tesseracts. Des variations du champ gravitationnel ont été observées, altérant ainsi nos moyens de déplacement. J'ai toujours vécu de la sorte, alors j'y suis habitué. Mais en fonction des lieux, il y a ce que nous appelons, notamment par abus de langage scientifique, des courants de gravitation fortes et des courants de gravitation faibles. Également, certains lieux ont conservé la gravitation d'origine de notre planète. Généralement, on conseille aux femmes enceintes d'accoucher là-bas pour que leur enfant soit habitué dès les premiers jours à la gravitation originelle de notre planète. Si ces fluctuations gravitationnelles ont fortement impacté notre mode de vie, bien que ce fut moindre par rapport à certains événements qui s'étaient produits lors du grand effondrement, cela avait donné naissance à de nouvelles opportunités pour nos valeureux ancêtres. En effet, ayant conservé leur musculation et leur appréhension de la gravité d'antan, la ville du pont étant située dans une zone de faible gravité, leur capacité de saut et de course était décuplée d'une manière absolument immense. Ce qui a permis ensuite la création de ce que l'on appelle aujourd'hui le wind walking, ou plutôt la marche des nuages. Tout le monde y est formé dès son plus jeune âge, surtout dans la ville du pont. Mais la plupart des autres villes
se trouvent dans des zones de faible gravitation. C'est pourquoi la plupart des villes conservées, des villes avec un tesseract, flottent en réalité. Elles sont sur un rocher, sur le rocher auquel elles étaient attachées en temps, qui lui-même était attaché à la planète d'antan, et ainsi elles flottent tout simplement. Ce qui permet d'une d'être plus ou moins sécurisée, même si les dangers ne sont plus trop existants, et de deux, cela permet d'avoir un paysage absolument magnifique et de voir l'horizon très lointain. Mais malgré tous ces rêves et tous ces songes, une chose restait dans mon esprit. Quelque chose grandissait et me hantait désespérément depuis quelques jours. Mes yeux se portèrent alors sur le tiroir du haut de mon bureau. Je l'ouvris et je regardais ce que j'avais dessiné. Ce que je vis était sublime. Il y a quelque temps, j'avais rêvé d'une femme. Ce rêve était très inhabituel. Il était bien trop réaliste. Je m'y sentais. Je pourrais redécrire exactement tout ce que je voyais. Les couleurs, l'air frais. Tout était là. Tout était si parfait. Et je voyais cette dame, cette jeune dame, qui se tournait vers moi avec un visage absolument angélique, absolument sublime. J'en étais tombé amoureux, instantanément. Depuis, je n'en vis plus. Je ne songe qu'à elle et je suis presque au désespoir. Pourtant, peut-être y aurait-il un moyen de l'approcher. Peut-être n'existe-t-elle pas ici, mais mes pensées furent brutalement interrompues par quelqu'un qui avait toqué à la porte. Je me doutais bien de qui cela était, mais je n'étais pas tout à fait sûr, malgré tout. Je décidai alors d'ouvrir la porte et je vis un grand sourire derrière. Effectivement, Maëva se trouvait derrière, mon amie de toujours. « Eh bien dis-moi, tu dors vachement longtemps » m'avait-elle lancé. Effectivement, elle avait besoin de beaucoup moins de sommeil que moi. Mais hier, j'avais veillé particulièrement tard et j'avais eu une nuit particulièrement agitée également. Elle me rappelait alors que aujourd'hui c'était le grand jour. Nous assistions à la fameuse conférence scientifique dans l'amphithéâtre même de l'université de la ville du Pont. Évidemment, il était inutile de me rappeler cela, mais elle le fit quand même, juste pour me mettre un peu plus l'eau à la bouche et pour probablement faire un peu plus grandir mon impatience. Ah là là, quelle amie était-ce? Finalement, nous avions fini par tous les deux nous mettre au bord de la fenêtre et admirer le paysage. Une fois de plus, je me suis extasié devant une telle magnificence dans ce monde, et alors que je lui décrivais à quel point mon esprit et mon être étaient transportés tous deux dans cette lande qui paraissait presque infinie, je vis que peu à peu, elle ne suivait plus ce que je lui disais. À sa bonne habitude. Mais elle avait tant l'habitude de mes longues et obscures descriptions que je pense qu'elle fait avec au fur et à mesure. Après avoir avalé rapidement un petit déjeuner, je m'habillai alors, j'enfilai ma
tenue spécifique pour le Windwalk, qui est au final devenue ma tenue de tous les jours. Et ensuite, nous nous dirigeâmes vers la porte d'entrée. Et à notre bonne habitude, après s'être lancé un regard de défi et avoir longuement observé l'horizon, nous nous décidâmes à effectuer notre petite routine matinale, qui était un petit défi, une petite course, que l'on se lançait chaque matin, ou en tout cas presque tous les matins. Ainsi, d'un seul coup, en un seul éclair, avec une explosivité absolument exceptionnelle, nous avions débuté notre Windwalk du matin.